Cet épisode est sponsorisé par ACC Shop. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Cette vidéo est la continuation de celle sur le choix des pneumatiques. Comme vous l'avez entendu, elle est réalisée en partenariat avec ACC Shop à Blotzheim, boutique d'accessoires spécialisée dans les Tesla. ACC loue et vend également des voitures de sport ou de prestige électriques ou non, et le lien est en description, donc n'hésitez pas à les contacter pour tout besoin. Pour être client chez eux depuis plus de 2 ans, ils sont disponibles, sympathiques et très professionnels. Cette vidéo et bien d'autres sur la chaîne n'auraient pas pu être réalisées sans eux. Un grand merci à Didier, Lionel et un petit coucou à Nathan qu'on va voir un petit peu dans la vidéo. En plus, restez bien après le générique de fin, vous verrez que l'ambiance chez ACC est assez fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler de jantes, de la pose d'un pneumatique et du premier ressenti de mes nouveaux Michelin Pilot Sport 4. Et surtout, des nouvelles jantes de ma Model S. Ces éléments feront également l'objet d'une autre vidéo dans quelques mois afin de vous donner un bilan exhaustif et chiffré sur plusieurs milliers de kilomètres. Si vous ne voulez pas manquer la suite, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela aide également à mettre en avant mon travail. Merci d'avance. Si un pneumatique est important pour votre sécurité, votre confort ou l'efficience de votre voiture, les jantes ont aussi un rôle à jouer. On n'imagine pas forcément toute la technicité et les moyens mis en œuvre pour qu'elles soient à la fois solides, légères et efficientes. Tout d'abord en bois, sur les premières automobiles, les jantes ont bien vite migré vers une construction en métal. En tôle emboutie, puis en alliage d'aluminium ou de magnésium, elles ont suivi la complexité croissante de nos voitures. Certaines ont même été fabriquées en résine avec de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Pour certaines applications, elles sont même confectionnées en plusieurs matériaux différents, et nous verrons plus loin pourquoi. Des jantes, il en existe de multiples sortes, avec de multiples designs. Elles sont autant une pièce technique qu'une pièce essentielle pour le style de votre voiture. Les constructeurs automobiles conçoivent leurs autos avec des jantes bien spécifiques pour répondre à des contraintes techniques et stylistiques. Les ingénieurs vont tout d'abord déterminer le diamètre dont ils ont besoin. Celui-ci est exprimé en pouces. Un pouce représente 2,54 cm. Ce diamètre est souvent déterminé par celui des freins, qui sont bien souvent logés à l'intérieur de la jante une fois celle-ci installée sur la voiture. Ensuite, ils vont déterminer la largeur dont ils vont avoir besoin pour que le pneumatique repose bien sur la jante. Cette dimension est aussi exprimée en pouces. Ensuite, comme la roue est fixée sur le moyeu, il faut prévoir 3 caractéristiques importantes. La première concerne la fixation. Elle peut être à écrou central ou à plusieurs écrous ou vis. La seconde concerne le centrage de la roue. En effet, comme il s'agit d'un élément pouvant tourner à grande vitesse, il faut qu'elle soit bien centrée pour ne pas engendrer de vibrations. Enfin, pour que les efforts liés au roulage soient bien répartis sur les pièces conçues à cet effet, les roulements, la roue devra avoir un certain déport. Ce déport permet également de positionner correctement la jante pour éviter de toucher la carrosserie. Voilà pour les notions de base. Maintenant, voyons en quoi ces dimensions influent directement sur l'usage de votre voiture, mais aussi sur sa consommation. Pour cette démonstration, je vais utiliser les dimensions de la Tesla Model 3, qui dispose de 2 dimensions de jantes homologuées sur ses modèles propulsion et long range. Les 2 types de jantes que le constructeur préconise sont des 18 et 19 pouces. Le diamètre final de la roue reste identique dans les 2 cas. La jante est plus grande, mais le pneu est moins haut. Dans les 2 cas, les jantes ont la même largeur, à savoir 8,5 pouces et le même déport de 40 mm. Les pneumatiques ont également la même largeur, à savoir 245 mm de bande de roulement. On pourrait se dire que si les dimensions finales des 2 couples jantes-pneus sont les mêmes, on aura les mêmes caractéristiques d'efficience, puisque l'aérodynamique n'est pas différente. Pourtant, les utilisateurs notent des différences non négligeables de consommation pouvant dépasser les 10% dans certaines circonstances. Bon, les roues de 18 pouces sont équipées d'enjoliveurs, améliorant l'aérodynamique. Pourtant, des tests effectués par plusieurs utilisateurs comme Björn Nyland tombent sur une différence d'environ 3% ou moins. Cela explique une partie de la différence, mais pas tout. Alors d'où vient le reste ? Pour le découvrir, il faut aller un peu plus loin dans la réflexion et penser force, couple et inertie. Lorsque l'on met une jante plus grande, on a plus de métal et un pneumatique plus léger. Du fait de la densité plus forte du métal de la jante, le poids total de la roue complète augmente, créant plus d'inertie. Ces masses non suspendues vont rendre la voiture plus sèche en suspension, mais cela ne joue pas sur la consommation.
Pourtant, il y aura quand même une action puisqu'une roue plus lourde va demander un peu plus d'énergie pour être déplacée longitudinalement. Mais il faut surtout pas oublier qu'elle tourne également. Et cela fait toute la différence. Pour comprendre le concept, il existe une petite expérience facile à faire au bureau ou à la maison, pour vous donner une bonne idée de ce qui se passe. Asseyez-vous sur une chaise pivotante et faites tourner la chaise. Puis, ouvrez les bras pour étendre au maximum. La rotation va fortement ralentir. Si vous refermez les bras, la rotation s'accélère de nouveau. C'est ce que font les patineurs artistiques pour faire des figures. On peut donc en déduire que plus il y a de masse à l'extérieur d'un mobile en rotation, plus il faut d'énergie pour obtenir une vitesse donnée. Dans le cas d'une jante, c'est exactement la même chose. On l'a vu, la jante est plus lourde que le pneu. Si on trace un cercle qui représente la moyenne des masses de l'ensemble jante-pneu, le cercle de la roue avec une jante de 19 pouces sera plus grand que celui de la jante en 18 pouces. Donc il faudra plus de puissance pour emmener la roue de 19 pouces à une vitesse donnée que pour une jante de 18 pouces. Cela explique pourquoi les jantes de voitures de course sont aussi faites en plusieurs parties. La jante, donc la partie en contact avec le pneu, est réalisée en une pièce légère et résistante, souvent forgée. Le voile de la jante est plus massif et supporte les efforts de torsion et de flexion. Cela permet d'avoir une jante avec moins d'inertie pour une meilleure résistance et un poids total plus faible. Donc, entre le poids total plus élevé et la plus grande inertie de la roue à jante de 19 pouces, on a la solution à notre problème de consommation. Voyons maintenant le choix que j'ai fait pour ma voiture. En premier lieu, je ne voulais pas changer de diamètre de jante, même si j'aurais pu passer sur du 21 pouces au lieu du 19 d'origine. C'est une option en effet qui existe chez le constructeur. Je voulais pourtant garder mon autonomie de départ, voire même un peu l'améliorer. Il me fallait donc des jantes permettant d'améliorer l'aérodynamique et, si possible, l'inertie de mes roues. En regardant le catalogue d'ACC, mon choix s'est porté sur les jantes style Aero Maybach. Niveau style, je trouvais qu'elles allaient parfaitement avec le look de ma voiture, mais ce n'est pas la seule raison de mon choix. Tout d'abord, leur design est très lisse, formant une surface très aérodynamique par rapport aux jantes d'origine. Deuxièmement, les jantes d'origine ont 8 pouces de large et un déport de 40 mm. Or, celles-ci sont relativement enfoncées dans l'aile. Avoir une jante un petit peu plus à fleur de carrosserie me semblait plus adapté pour une meilleure aérodynamique. Or, les jantes Tesla de 21 pouces font 8,5 pouces de large pour le même déport. En utilisant ces cotes, il est possible d'avoir moins de perturbations aérodynamiques sans souffrance pour les trains roulants puisqu'on est dans les cotes prévues d'origine. On étire donc aussi un tout petit peu le pneu au montage, mais cela reste dans les préconisations du manufacturier. Autre point du design, la résistance de la jante est assurée par le voile plein situé au centre de la jante. Donc le cercle de masse moyenne est sensiblement le même, voire même un petit peu plus petit que celui de la jante d'origine. Niveau poids total, seuls 20 grammes séparent les jantes d'ACC de celles d'origine malgré la largeur supplémentaire. Bon, tout ça est bel et bien, mais j'ai des jantes, des pneus, et il me reste à tout monter. Et là, c'est l'équipe d'ACC qui s'y colle. Tout d'abord, les Tesla sont équipés de capteurs de pression au niveau des valves. Il en existe de deux types, avant 2021 et après 2021. Ils adoptent une technologie différente. Et Lionel va vous les expliquer. Bon, Lionel, explique-moi ce que tu es en train de faire là. Alors, là, en fait, on va programmer les capteurs de pression pour ta Model S. Donc là, nous, on a des capteurs qui sont standards à toutes les voitures et donc on y ajoute le programme que l'on veut pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne sur le modèle bien... Ça ne fonctionne pas sur les nouvelles Tesla avec les capteurs Bluetooth, hein. C'est pas du tout la même technologie. Hein. Donc voilà, on a les 4 capteurs, notre boîtier de programmation. Ok. Donc, on sélectionne TPMS, donc on va sélectionner la marque, Tesla, le modèle S. Donc là, il n'y a qu'un programme, les autres en fait, parce que les anciennes S, au début c'est un peu spécial et ça c'est encore un peu compliqué. Donc là on prend du 10 2014 jusqu'à maintenant. Donc là, elle capte les capteurs, elle détecte qu'il y en a 4. Donc il faut toujours faire gaffe de ne pas être à côté d'autres jantes et tout, parce que sinon tu reprogrammes tout ce qu'il y a autour. Hein. Si tu vas dans le stock, tu mets tout et ça te programme tout, quoi. Donc là, il crée à chaque fois des codes pour chaque capteur. Après, tu peux insérer manuellement pour certaines voitures où tu as besoin d'un code spécifique. Ouais. Pour pas reprogrammer, tu peux insérer le code dans le capteur que tu veux.
Donc voilà, ça c'est les petits capteurs qui vont être dans les jantes. Et puis maintenant, on va aller chercher... On va juste les tester encore. Dernière fois, on les teste. Tu vois, 0 bar, 24 degrés. Puis il est temps de passer au montage. Vous trouverez foule de monteurs de pneus, mais ils ne se valent pas tous. Monter un pneu est une opération technique pouvant parfois déboucher sur des dégâts. Une vieille machine et un monteur inexpérimenté peuvent parfois être désastreux. Voilà pourquoi ACC s'est équipé d'une machine dernier cri protégeant parfaitement le fini de la jante tout en assurant un montage quasi automatique. Bah là en fait, ouais, elle fait vraiment... Ensuite, il faut équilibrer la roue. Malgré toutes les précautions de fabrication, une jante et un pneu ne seront jamais parfaitement ronds. Il y aura quasiment toujours quelques grammes de matière en plus à un endroit ou à un autre. On appelle ça un balourd. Et cela cause alors des vibrations. Pour résoudre ce problème, on place la roue sur une équilibreuse. La machine mesure les vibrations et indique à quel endroit placer de petites masses de plomb collées pour compenser. Généralement, les jantes et pneus de bonne qualité ne demandent que très peu de correction. Dans mon cas, c'était entre 15 et 30 grammes de plomb de chaque côté de la jante au maximum, ce qui est relativement peu. Enfin, restez à monter les roues sur la voiture et à admirer le résultat. C'est la première fois que t'en montes de celle-ci ? Sur S, ouais. Et t'en avais monté sur quoi ? Sur une 3, hein, ouais. j'avais vu les photos. Ils sont à fond là. Ils sont à fond. Alors la petite S là-bas au fond, c'est Nathan. C'est ça, exactement, ouais. Voilà. Nathan, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a pris ? Tout ça, c'est à cause de les deux personnes là-bas, Ouais. Didier et Lionel, et à force de les écouter sur leurs conseils, etc., j'ai craqué, quoi. D'accord. J'ai craqué, je roulais en BMW avant, Ouais. et puis là... Hein ? Pardon ? Diesel, oui, diesel, effectivement. Et ouais, là... Et là, ouais, donc du coup, j'ai craqué pour une Tesla Model S, hein. Un peu plus vieille que la tienne, du coup. Ouais, mais Voilà. bon. Deux ans de plus, un peu plus Ouais. de kilomètres, mais pas tellement. Ouais, la 131 000, là. Ouais, c'est 131. vraiment pas beaucoup, Ouais. sachant que moi je suis pas loin des 100 000. Ouais. Ah ouais. Donc oui, quand même. Reste à voir à l'usage ce que tout cela donne sur le long terme. Mais voici déjà mes premières impressions. La première chose que j'ai tout de suite remarqué était la légèreté de la direction. C'en était très surprenant. Alors que je conduis d'habitude avec le réglage confort, la position la plus souple de la direction assistée de ma Tesla, je suis passé directement à la position sport, nettement plus dure. Après quelques centaines de kilomètres pourtant, je suis revenu à mon réglage d'origine sans souci. La direction semblait redevenue normale par rapport à ce que j'avais avant. Illogique ? Pas vraiment. Lorsqu'un pneu est fabriqué, le moule est enduit d'un lubrifiant qui permet de le démouler facilement. Très gras, il est toujours présent lorsque l'on monte le pneu sur la voiture. Avec les kilomètres, cette pellicule s'en va et l'adhérence retrouve sa valeur normale. C'est ce qu'on appelle le rodage d'un pneu. Donc si vous mettez des pneus neufs, soyez prudent sur les premières centaines de kilomètres, vos pneus n'ont pas encore l'adhérence optimale. Deuxième constat immédiat, les pneus Pilot Sport 4 sont nettement plus silencieux que mes Bridgestone 4 saisons. Bon, là c'est un peu normal vu qu'ils sont neufs, mais en plus, la différence est vraiment énorme. J'ai fait des mesures acoustiques dans l'habitacle lorsque mes Bridgestone étaient neufs, et j'ai fait la même mesure grâce à une application sur mon téléphone avec les Michelin. Et j'ai une différence de 5 décibels dans les conditions identiques. Et franchement, 5 décibels c'est énorme, ça s'entend vraiment. Parlons aussi un peu de la bande acoustique dont sont équipés mes Michelin. Si je pense qu'elle ne joue en rien dans la quantité de bruit dans l'habitacle, j'ai remarqué tout de même une différence dans la tonalité du son.
Comme la Model S est lourde, la pression de gonflage est forte, 3,1 bar. Les vibrations et chocs se répercutent alors dans le pneu, faisant un peu le bruit d'un ballon de basket une fois bien gonflé lorsqu'on va dribbler. La mousse semble absorber cette résonance supplémentaire et le son, s'il n'est pas vraiment moins fort, est plus mat. Reste à voir sur le long terme si cela permettra de réduire durablement le bruit à l'intérieur en fonction de l'usure. Niveau adhérence sur le sol sec ou humide, les Michelin sont clairement meilleurs que les Bridgestone. Alors qu'avec ces derniers, je sentais des micro-pertes d'adhérence à l'accélération en mettant le pied au plancher, les Michelin restent imperturbables. En revanche, le fait de les avoir un tout petit peu étirés et leur carcasse sport probablement plus rigide font que la filtration des inégalités de la route est un peu moins bonne. La conduite est par contre beaucoup plus précise. Restent les consommations. Sur les trajets que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai eu le sentiment de consommer moins en instantané, en regardant mon tableau de bord. Pourtant, mes premiers résultats mesurés sur TeslaMate me disent le contraire. Je vais donc attendre quelques mois pour me prononcer sur le sujet. Enfin, je vais conclure cette vidéo par un bilan de mes Bridgestone All Weather Control A005. Très clairement, je suis déçu. Avec une adhérence moyenne, un bruit de roulement omniprésent et une usure qui n'est pas tout à fait normale, je ne les conseille pas pour une Tesla Model S. Si leur usure est globalement régulière après 30 000 km, deux d'entre eux sont fortement usés à l'intérieur. Mais surprise, ce ne sont pas ceux qui étaient à l'arrière comme je le pensais. L'un était à l'arrière gauche et l'autre à l'avant droit. Je me suis alors dit que la cause était peut-être à imputer à la géométrie des trains roulants. J'ai donc pris rendez-vous chez Tesla pour faire régler tout ça. Il faut préciser que je ne l'avais jamais fait faire sur cette auto. D'habitude, je fais systématiquement un réglage de train à l'achat d'une auto, neuve ou d'occasion. Et dans pratiquement tous les cas, la voiture était hors cote, même pour les voitures neuves. Lorsque j'ai eu le rapport, j'ai été plutôt surpris. Ma Tesla était quasiment bien réglée. À part un petit défaut de parallélisme à l'arrière gauche et un petit défaut de chasse à l'avant gauche, tout était dans le vert. Le service center m'a tout remis aux cotes nominales et je verrai bien si cela a une influence sur l'usure de mes pneus. Voilà, cette vidéo s'achève. Encore merci à Didier Dubicki et Lionel Ricciot d'avoir permis de faire cette vidéo. Nous les retrouverons régulièrement sur la chaîne avec des essais de voitures, des accessoires intéressants et des événements auxquels nous participerons ensemble. Et vous verrez, il y a des chances que ce soit passionnant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Donc là, nous, on a des capteurs en fait TPMS 433 MHz qui sont standards en fait à quasiment toutes les automobiles. Et donc, nous, on peut programmer. Oh les gars, on tourne. Bon, on va la refaire, hein. Depuis le début? Ouais. Pour que ça fonctionne sur le modèle bien... Ça ne fonctionne pas sur les nouvelles Tesla avec les capteurs Bluetooth, hein. C'est pas du tout la même technologie. Hein. Ok, donc là on est sur les S et sur les modèles 3 avant le filage en 2021. Ouais, ils sont durs quand même les mecs, hein, putain. C'est possible que vous cassez parce que là, j'ai pas envie de faire 10 fois quoi. Le dernier qui est un peu chiant. C'est les bugs du jour. Bon, mais là, j'ai normalement un maître Yoda. Hein? Pour que la force soit avec moi. Et il est tombé. Tu vois? Voilà. Tiens, tu peux filmer maître Yoda. Voilà, donc la force est avec nous. Voilà. Donc maintenant ça va fonctionner. Ça fonctionne. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Attends, je fais le compte à rebours. Sauf que cette fois-ci, je commence à 8. 8, 7, 6, 5. Il fait ça bien, hein. Il fait ça bien. Ah ouais. Ben, quand je l'ai connu, il était serreur de chaussures à la gare. Du coup, là, il a le coup de main.
Ouais, il fait ça bien, il y a quand même de la mousse sur le bord de jambe. Moi, je le fais, il n'y a rien sur le bord de jambe. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a le chiffon. Ça, c'est parce qu'il y a un peu de silicone dedans. Et quand tu frottes un trottoir, du coup, ça évite de rayer la jante. C'est pour ça que j'en mets un petit peu sur la jante et que je l'étale. Ça, c'est terrible. Moi, j'entends des trucs comme ça toute la journée. Hein. C'est toi qui as choisi, mon gars. Si tu mets ça sur YouTube, il y en a qui vont le croire. Hein.